Nous sommes en 1940. La France vient de s'effondrer. C'est un choc monumental. Et face à cette défaite militaire, le pays se retrouve complètement déchiré, à la croisée des chemins. Deux voies radicalement opposées vont alors se dessiner. D'un côté, on a l'acceptation de la défaite, et même la collaboration. De l'autre, le refus total et la résistance. C'est cette période incroyablement complexe qu'on va décortiquer ensemble. La question est abyssale, vraiment. L'armistice avec l'Allemagne nazie est signé. Et après, quel avenir pour la France? C'est le flou total. Comment est-ce qu'une nation se remet d'un tel traumatisme? C'est ce dilemme, ce choix, qui va marquer toute une génération. Alors, la première réponse qui émerge de ce chaos est radicale. C'est l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain. Faut se souvenir qu'à l'époque, c'est le grand héros de la Première Guerre mondiale. Et lui, il propose une rupture nette, une rupture totale avec le passé républicain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la défaite militaire entraîne un véritable tremblement de terre politique. La Troisième République, qu'on accuse d'être responsable du désastre, est tout simplement balayée, et à la place, un seul homme va concentrer entre ses mains absolument tous les pouvoirs. C'est assez hallucinant quand on y regarde de plus près, de voir à quel point le pouvoir est centralisé. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, plus de contre-pouvoir, rien. Pétain contrôle tout. Le gouvernement, la fabrique des lois, l'armée. C'est ni plus ni moins la définition d'une dictature. Une dictature qui s'appuie sur son immense popularité de héros de guerre et sur un véritable culte de la personnalité. Et cette rupture, elle est aussi idéologique, très symbolique. On jette aux oubliettes les valeurs héritées de la Révolution française pour une toute nouvelle devise, bien plus conservatrice, travail, famille, patrie. Ces trois mots, ils deviennent le socle d'un nouvel ordre moral qu'on veut imposer à la France. Ce nouvel ordre y porte un nom, la Révolution nationale. L'idée derrière, c'est de régénérer la France, de la purger de ce que Vichy considère comme des poisons. Et ces poisons, c'est quoi? Eh bien, c'est la démocratie, le parlementarisme, les libertés individuelles, bref, tout ce qui faisait la République. Bien sûr, pour imposer une vision pareille, le régime va utiliser la force. La liberté d'expression est anéantie par la censure, les grèves sont interdites, une police politique, et surtout la milice, une sorte d'armée parallèle d'extrême droite, traquent les opposants et font régner la terreur. Mais attention, le régime de Vichy ne va pas se contenter de remodeler la France de l'intérieur, non. Il va aller beaucoup, beaucoup plus loin en choisissant d'aider activement l'occupant allemand dans son effort de guerre. C'est la politique qu'on appelle la collaboration. Cette petite chronologie montre bien l'engrenage. Tout commence par une poignée de main très symbolique entre Pétain et Hitler. Mais très vite, ça se traduit par des actes très concrets. Par exemple, les lois antisémites que Vichy adopte de sa propre initiative, sans même que les Allemands ne le demandent. Et ça va culminer avec la participation active, directe, de l'État français à la déportation. En fait, cette collaboration, elle est totale. Elle est politique, avec un soutien affiché à l'Allemagne nazie. Elle est administrative, tout l'appareil d'État, des préfets jusqu'aux simples policiers, est mis au service de l'occupant. Elle est militaire, avec la fameuse milice qui pourchasse les résistants. Et enfin, et c'est un point énorme, elle est économique. L'exemple le plus tristement célèbre de cette collaboration économique, c'est le STO, le service du travail obligatoire. Imaginez, des centaines de milliers de jeunes Français sont envoyés de force en Allemagne pour faire tourner les usines de guerre nazies. C'est une politique qui a traumatisé quasiment toutes les familles de France. Plus de 13 000. Ce chiffre, seul, comme ça, il fait froid dans le dos. Il représente le nombre de juifs, hommes, femmes et des milliers d'enfants arrêtés en à peine 2 jours à Paris. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas l'armée allemande qui mène cette opération, c'est la police française. C'est sans doute la preuve la plus tragique de l'implication de l'État français dans la Shoah. Mais face à cette France qui collabore, une autre France se lève. Une France qui dit non. Une France qui refuse la défaite et l'oppression. C'est la naissance de la résistance. Tout commence, ou presque, par une voix à la radio. Celle du général de Gaulle qui, le 18 juin 1940, lance un appel devenu historique depuis Londres. Il dit une chose simple mais folle pour l'époque. La guerre n'est pas finie. Et il appelle les Français à le rejoindre pour continuer le combat. C'est l'acte de naissance de ce qu'on appellera la France libre. Mais comment cette résistance s'est-elle organisée? Au début, c'était un peu le bazar. Plein de petits groupes isolés, sans lien entre eux. Le coup de génie de Gaulle et de son émissaire Jean Moulin, ça a été de réussir l'impossible. Fédérer tous ces mouvements qui venaient d'horizons très différents. Des communistes, des gaullistes, des socialistes, de simples citoyens, au sein d'une seule et même organisation, le Conseil national de la résistance. C'est ça qui a donné à la résistance sa force et sa légitimité.
Le point central à retenir, c'est que le projet de la résistance, c'est l'antithèse exacte de celui de Vichy. C'est le jour et la nuit. Là où Vichy prenait un ordre autoritaire et réactionnaire, la résistance, elle, se battait pour une seule chose, le retour de la République et de ses valeurs fondamentales. On se retrouve donc avec cette image d'une France complètement fracturée, avec deux projets de société irréconciliables. Bien sûr, il faut être juste, entre la minorité active de collaborateurs et la minorité active de résistants, il y avait une immense majorité silencieuse de Français qui essayaient juste de survivre au quotidien. Mais la question de fond demeure, qu'est-ce qui incarne vraiment l'âme d'une nation face à la pire des épreuves? La soumission pour survivre ou la rébellion pour ses idéaux? C'est une réflexion qui, je crois, résonne bien au-delà de cette seule période historique.